on va commencer, Bonsoir. on va commencer tranquillement. Bonsoir à tous. Bienvenue du coup pour ce septième webinaire. L'idée de ce webinaire, hein, un peu comme d'habitude pour ceux qui sont déjà venus, on va parler un peu des coulisses du développement et du lancement de notre aile de Wing, en fait, à WILF. Et ce soir, du coup, on va pouvoir échanger avec Bruno André, donc, qui s'occupe de tout le développement produit, et Tanguy Le Bihan, qui est le président de Foilenco. Je vous laisserai vous présenter juste après. En quelques mots, hein, un webinar, je sais pas, je crois qu'il y a quelques nouveaux, enfin il y a des têtes que je ne connais pas forcément. N'hésitez pas en fait à interagir, c'est-à-dire qu'on a une trame en quelque sorte pour à suivre tout au long de webinaire, mais l'idée c'est vraiment que vous puissiez interagir. Donc pour cela c'est assez simple. Vous pouvez éviter de réactiver tous les micros. Vous pouvez aussi simplement, vous avez l'onglet converser en bas en fait si vous bougez votre souris ou si vous êtes sur portable, vous cliquez sur votre écran. Il y a l'onglet converser. Vous pouvez poser toutes vos questions ici et après moi je pourrais les poser directement à Bruno et Tanguy. Donc, c'est vraiment l'objectif du webinaire, c'est qu'on puisse interagir directement avec vous. Bruno, Tanguy, je voulais peut-être rapidement vous présenter dans un premier temps. Honneur au boss. Allez, Tanguy. Tanguy Le Bihan, je suis le président et fondateur de Foilenco et je suis aussi architecte naval de base, donc je m'occupe quand même pas mal du bureau d'études et de plein d'autres choses dans la boîte. Ce sujet m'intéresse particulièrement parce que je suis pratiquant de la wing depuis le début du sport, donc ça va faire quasiment 2 ans maintenant, Bruno, on va dire. Et donc voilà, bienvenue à tous et je vous accueille. Là, je suis à l'usine, on est tranquille. Là, les collaborateurs sont partis, donc il n'y a pas trop de bruit. Bruno, à toi. Ok. Bonsoir à tous. Pour ceux dont c'est la première fois sur le webinaire et qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Bruno André. Donc je suis responsable du développement chez Foilenco. Donc ça concerne nos 4 marques que sont AFS pour les foils, les planches à voile AHD, les planches de stand-up paddle et de foil chez Nasquel, et la marque Sea Lion, dont nous sommes les créateurs à l'origine du concept. Donc voilà, hein, je navigue depuis plus de 30 ans. Je suis professionnel dans le milieu depuis 30 ans. Et je passe ma vie sur l'eau, c'est le cas de le dire, pour tester tous les produits. Donc en fait, notre politique, pour résumer rapidement, hein, c'est qu'on teste tous nos produits, c'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas avec des produits élaborés uniquement sur ordinateur et qu'on met en production. Tous les produits sont validés sur l'eau et ça nous garantit ainsi d'avoir le meilleur résultat possible et on est certain que nos produits sont adaptés à la situation. Parfait. Merci pour la présentation. Je vous propose qu'on attaque tout de suite à rentrer dans le vif du sujet un peu du wingfoil. Hein. C'est, je crois, comme beaucoup l'ont remarqué, une pratique qui est vraiment en plein boom, qui est en train d'exploser et qu'on voit de plus en plus sur les spots. La première question que j'aurais pour vous, c'est justement, vous l'avez dit, hein, vous vous êtes mis à la wing il y a 2 ans. Comment vous avez perçu un peu cette arrivée de ce sport? Comment au début vous le voyez? Est-ce que vous avez eu tout de suite ce sentiment que voilà, c'était un sport qui allait exploser ou à l'inverse, vous n'y croyez pas du tout? Je suis preneur de vos avis là-dessus. Je commence, Bruno? Ouais, on va faire comme ça tout le long de la discussion. Je pense que tu vas être toujours numéro 1 dans les réponses. Je vais être assez rapide. Donc moi, je pratique je pratique le wingfoil, hein, la planche à voile à foil. Et je trouve que c'est un sport qui est assez formidable. Il y a 2 ans, quand j'ai essayé les premiers wingfoil, je vais être très clair, je n'y croyais pas du tout, quoi. Je pensais que jamais ça pourrait percer avec les premières ailes et les premiers foils un peu fat qu'on avait là-dessous. J'ai vraiment du mal à y croire. Et puis au fur et à mesure du temps, avec un petit peu de pratique et l'évolution du matériel, surtout des voiles, on s'est rendu compte que finalement il y avait du potentiel. Et aujourd'hui, au stade où on en est, c'est que je pense que c'est quelque chose d'assez révolutionnaire dans nos sports nautiques. Et nous, de toute façon, on le ressent bien par rapport aux productions qu'on met en place, parce que c'est un sport qui est en train d'exploser. On commence à en voir un peu partout sur les spots. C'est un sport qui est adapté à beaucoup de monde, à beaucoup d'endroits différents, de spots différents, pas que sur la mer. On peut aussi pratiquer ça en plan d'eau intérieur. Donc, c'est vraiment super intéressant. J'en fais entre 2 et 3 fois par semaine. Ça me picouse vraiment. La progression est vraiment terrible.
Donc ouais, je pense que ça peut être une révolution dans les sports nautiques dans les années à venir. Ok, donc pour ma part, un petit peu comme vous tous, hein, je l'ai vu arriver via la médiatisation, les premiers essais. Pour une fois, entre guillemets, on n'a pas été à l'origine de ce sport-là. C'est vrai on a été pionnier dans beaucoup d'autres disciplines. Maintenant, moi, je n'ai pas été surpris parce que tout le travail qui a été fait en amont sur le développement du foil à basse vitesse a permis l'ouverture de tous ces nouveaux sports sur foil aujourd'hui. Quand on a décidé de développer le foil au tout début, on s'est orienté sur une capacité à voler à très faible vitesse, ce qui a permis d'ouvrir la porte du subfoil et du wingfoil. Ça n'aurait pas été possible ou avec beaucoup plus de difficultés, beaucoup moins accessible avec les foils, les foils du début. Personnellement, au tout début, je me suis demandé quand est-ce que je vais faire du wing, quoi, parce que je faisais déjà du wingfoil, du subfoil, du windsurf normal, du sea lion. Donc, à quel moment j'allais caler du wingfoil dans ma pratique qui était déjà bien chargée au niveau de mes activités sur l'eau. Et ça, bêtement, je pense que c'est une réflexion qui arrive quand on ne pratique pas le support. Donc, je le reconnais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, maintenant que je pratique, j'ai tout à fait trouvé la place en surplus de tout ce que je fais. Et ne connaissant pas la pratique, je ne pouvais pas me rendre compte de ce que ça ouvrait comme terrain de jeu. Donc aujourd'hui, je suis vraiment fan du wingfoil parce que c'est une pratique complètement différente. C'est une nouvelle corde à l'arc en fait, hein. C'est vraiment, pour moi, le wingfoil, c'est la liberté absolue. Si je devais comparer par rapport au windfoil, où on a un pied de mât qui relie la voile au flotteur, le windfoil, c'est sensationnel. C'est aujourd'hui plus rapide, on est d'accord. Ça permet de tirer des bords, mais on n'a pas la liberté que le wingfoil procure aujourd'hui. Je veux dire par là qu'en wingfoil, on peut tirer exactement les mêmes bords qu'en windfoil. Mais à un moment, si on voit une vague, si on voit hop, on met la voile neutre et on peut surfer comme on surfe, quoi. Donc c'est par là que le support devient super intéressant et on pourrait développer encore pendant très très longtemps. Donc je vais m'arrêter là, c'était juste pour expliquer que j'étais parti avec un petit peu de réticence parce que je ne pratiquais pas et aujourd'hui ça fait partie complète de mon programme. Pour le coup, tous les deux bien picousés au wingfoil d'après votre discours, quoi. Ah bah, ma femme me pose des questions pourquoi je passe mon temps sur l'eau, quoi. Après, c'est comme tout, dès qu'on découvre un nouveau support, il y a l'émulation, il y a le fait que ce soit nouveau, c'est super excitant. Donc après, quelqu'un qui va échouer tout de suite, il va trouver ça nul. Mais quelqu'un qui va s'y mettre, il va y prendre goût. Et comme tout nouveau support, c'est encore plus excitant au début. Après, c'est toujours pareil, les plus passionnés vont aller dans la durée. Il y en a qui vont se lasser plus vite que d'autres. Mais le fait que ce soit nouveau, que ce soit accessible et que ce soit sensationnel, il y a un petit peu toutes les clés qui sont là pour faire que ça marche, quoi. Ok, ça marche. Merci du coup pour l'intro sur le sport du wingfoil. Du coup, si on rentre maintenant tout de suite dans le vif du sujet, donc l'arrivée du wingfoil, pour le coup, il y avait déjà la gamme AFS Alpha sur tout l'aspect subfoil et surfoil. On va parler un peu plus de la wing en détail. Comment s'est passé le développement? Quelles ont été les grandes étapes? On en a parlé tout à l'heure de la phase design numérique, puis après la phase prototypage. Ça pourrait être intéressant en fait, d'avoir un topo un peu sur ces deux phases-là, comment vous avez coïncidé, quels ont été les différents prototypes faits. Je vais commencer très rapidos. Donc, au début, on a commencé à naviguer donc, sur d'autres matériels en termes de voile, de wing. On parle de wing parce qu'on n'en produisait pas, hein. De toute façon, le premier à être rentré vraiment dans la danse, c'était Duotone avec sa voile à Wishbone. Après, qui c'est qui est rentré? Il y a Ozone qui est rentré dans la danse, avec une aile assez aboutie déjà. Il y avait Takuma avant. Au tout début, il y avait Takuma qui Et était bien Takuma implanté. aussi. Donc avec Bruno, on s'est équipé de ce matériel-là. On a testé. Bon, lui, c'est son boulot d'être sur l'eau. Moi, j'ai testé parce que bon, j'y croyais pas du tout. Je répète, mais je me dis bon, j'ai pas envie de mourir con, donc je vais voir un peu ce que ça donne, ce que ça donnait à l'époque. Puis ça permettait surtout de voir un peu nos produits, nos foils de surf et de subfoil qu'on avait développés, si ça fonctionnait dans cette discipline et tout ça. Et après, on était un petit peu plus loin. Et là, je laissais la parole à Bruno.
Ouais, donc comme vient de le dire Tanguy, donc on s'y est mis par curiosité et bah, voilà, comme tout le monde, hein, curieux d'essayer le truc. Donc personnellement, après, moi j'ai des contacts, j'ai un très bon ami, Richard Boudia, qui bossait chez Takuma, donc forcément, j'ai pu facilement avoir accès à son matériel. Après, bon, c'est un réflexe professionnel. Et quelle que soit la chose que je vais pratiquer aujourd'hui, mais même si c'est dans un autre sport, hein, j'ai aujourd'hui, avec toute cette expérience que j'ai acquis, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un œil critique, euh, sans que ce soit péjoratif, critique, mais sur bah, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce que c'est comme ça et qu'est-ce qui pourrait être mieux. Donc, à chaque fois que je fais une navigation, je vais toujours analyser par réflexe, encore une fois, je vais toujours analyser ce qui se passe et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Donc de là, la curiosité, elle s'élargit parce qu'on essaye une aile et puis bah, Tanguy avait investi dans une autre aile, donc bah, on va essayer la marque suivante. Et donc, on a eu un cheminement naturel de développement dans le fait où on a pu, avant de nous y mettre, nous, en tant que producteurs, on a pu naviguer avec quasiment toutes les ailes existantes sur le marché. Donc, le travail de développement était déjà commencé. On a analysé tout ça. Et puis après, on s'est dit, bon, ben, on a hésité un moment, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas sur ce marché? C'était la question pendant des mois. On voyait que toutes les marques arrivaient. On s'est dit, waouh, ça va être encore un truc de fou, tout le monde va se jeter là-dessus. Est-ce que nous, on a notre rôle à jouer là-dedans ou est-ce qu'on ne se concentre que sur le foil? Bon, à un moment, quand on a vu l'ampleur que ça prenait, ça aurait été une erreur qu'on n'aille pas proposer nos produits, une gamme complète, vraiment équilibrée ensemble. Et donc, c'est là qu'on s'est mis. On a fait appel à un designer qui travaille déjà dans le milieu du kite. Et donc voilà, moi, je lui ai fait part de mes sensations avec toutes les ailes que j'avais pu essayer, ce qui était très intéressant pour lui aussi, parce que ça lui permettait d'avoir un retour sur d'autres marques. Et partant de là, il a dessiné un premier prototype que j'ai pu essayer. Donc ça remonte à l'été dernier, je ne sais même plus maintenant tellement on était, juste avant l'été dernier. Là. Donc un premier prototype qu'on a fait évoluer. Et après, on peut qualifier, on a fait une pré-série WILF où là, on a finalisé le développement. Donc développement d'une WILF, enfin d'une wing. On va faire attention avant de parler de qualité et de légèreté, on va faire attention à la stabilité de l'aile, à sa sustentation, à sa puissance, qu'elle soit équilibrée. Donc, je vais me répéter pour ceux qui ont l'habitude de me voir parler sur les webinars, mais on met toujours un point, pour nous, le point important, c'est toujours l'accessibilité, la facilité, la performance accessible à tout le monde sur tous nos produits. Donc, on a eu exactement la même démarche sur la WILF, c'était voilà, proposer un produit vraiment efficient en termes de performance, équilibre et accessibilité pour monsieur tout le monde. Je t'ai rajouté une petite anecdote parce que, en tant que dirigeant de la boîte, j'ai comme un sacerdoce à développer Folanco et de travailler en local. On connaît bien en fait l'implication qu'on a dans l'usine, d'embaucher des gens ici. Et quelque part, un peu, ça m'embêtait d'aller fabriquer parce que les wings ne sont pas fabriqués ici pour plein de raisons. C'est-à-dire que surtout qu'il n'y a pas entre guillemets, le savoir-faire pour fabriquer ce type de choses-là. Je ne dis pas que ce ne sera pas possible dans les années à venir, mais on va peut-être y travailler. Et en fait, pour la petite anecdote aussi, le fait de vouloir passer là-dessus, c'est que pour AFS, quand on faisait des publicités, qu'on voyait des films, je me souviens, on regardait des magazines, et on voyait souvent plus les voiles de nos partenaires que notre foil qui était sur la planche. Donc, à un moment donné, on s'est dit, putain, ce serait quand même intéressant d'écrire AFS là-dedans si on travaille là-dedans. Et ça a été un des déclics aussi de dire qu'on allait partir dans ce développement-là. Et heureusement d'ailleurs qu'on est parti dans ce développement-là, parce qu'aujourd'hui, le boom, il est assez incroyable. Et puis, je pense que techniquement, c'est quelque chose qui est vraiment passionnant, ce type de tissu, et forcément les éléments entre le flotteur et le foil qu'il y a dessus. Il y a vraiment des super défis et c'est vraiment passionnant à développer. Et du coup, pour rebondir sur le développement, tu en as parlé un peu, Bruno, tu as parlé de prototypes. Il y a eu combien de prototypes et justement combien d'heures de tests avant de valider la wing de série? Je vais te raconter des saucisses parce qu'il faudrait que je me replonge. C'est marrant parce que Tanguy ce matin m'a demandé un listing des tests 2020, mais bon, c'est des listes qui sont monstrueuses. On en a fait 45, une de plus que chez F1.
Non, non, mais il y a plus, il y a des dizaines de prototypes, donc après c'est vrai qu'on a vachement axé la première partie du développement sur vraiment les principaux éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui sont la puissance, la répartition de l'équilibre, la stabilité de l'aile. Après, il faut savoir qu'on continue encore le développement. Pour améliorer pour la suite, parce que c'est déjà, le sport, il est tellement jeune que ça va évoluer, ça va partir dans tous les sens. On a toujours vu ça dans toutes les disciplines. Donc là où il faut faire attention, c'est justement de ne pas trop partir dans tous les sens, de vraiment trouver les bonnes options et choisir les bonnes options sans négliger celles qui pourraient être bonnes. Donc c'est tout ça pour dire que c'est assez complexe le développement parce qu'on n'a pas non plus des moyens. Si on était milliardaire, on pourrait vraiment utiliser toutes les pistes. Aujourd'hui, il faut quand même avancer toujours dans le bon sens sans trop perdre de temps dans des options qui s'avèrent être moins bonnes au bout d'un petit moment. Donc c'est un petit jeu, bah voilà, le temps est compté, l'argent est compté. Euh, donc pour en revenir à la question initiale, oui, on a fait des dizaines de protos jusqu'à arriver à la WILF, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une bonne banque de données et qui nous permet d'être un petit peu plus réactifs dans ce concept-là. Mais d'ores et déjà, on cherche des pistes, des nouvelles pistes. Mais impossible de dire quand est-ce que ces nouvelles pistes seront validées ou quand est-ce qu'on va décréter que ce sera une bonne piste, quoi. Si vous comprenez bien ce que je veux dire, quoi. Je vais rajouter des anecdotes, c'est-à-dire que plus que même le budget dans ce type, et aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est super rapide, l'information circule tellement vite que en fait il faut être rapide, donc il faut être efficace dans le développement, c'est-à-dire c'est là que un bureau d'études qui tient la route, c'est bien, c'est là que le professionnalisme de Bruno est bon, parce que le but c'est en une ou deux naves, d'être capable de savoir ce qui va ou ce qui ne va pas et d'être capable de pouvoir le corriger pour pouvoir, entre guillemets, aller rapidement. Même en étant milliardaire, le temps, on ne peut pas l'acheter. Donc, en fait, il faut avoir des gens, entre guillemets, performants. Puis après, ces prototypes-là, ces premières ailes, c'est de la faire tester aussi à des, soit des ambassadeurs ou des gens qui naviguent, voire des gens, entre guillemets, lambda, derrière, pour voir un peu tout ce que ça donne. Donc, vraiment, c'était important d'être super précis quand on se lance dans un nouveau sujet comme ça. Et pareil, le choix des designers qu'on a fait, qui sont des gens qui vraiment opéraient aussi dans le milieu du kite, avaient déjà aussi une expérience relativement faible, parce que le wing, c'est un sport qui est tout jeune, donc il n'y a personne qui avait d'expérience énorme dedans. Il y avait déjà une expérience dans ce design de wing. Donc ça a été le choix de ces personnes-là. On avait besoin de ça aussi pour s'assurer de ne pas foutre de coups d'épée dans l'eau. Je pense qu'aujourd'hui, le résultat est là et on est plutôt content de ce qui est fait. Après, encore une, on va faire que, je pense qu'une discussion ouverte comme ça, en plus ce soir, on est deux avec Tanguy, c'est qu'on va faire que enchérir à chaque fois parce que Tanguy me fait penser à un truc, je lui fais penser à un truc. Et également, dans le développement de cette WILF, il y a eu le fait que nous cherchions toujours à développer avec un maximum de plages d'utilisation, avec un produit qui peut paraître moins technique, mais ça permet d'avoir une ouverture beaucoup plus large sur le tout public et une qualité globale de performance vraiment grande. Quand on fait des produits très spécifiques, très techniques, la cible, elle va être vraiment, vraiment très limitée. Et c'est pareil, c'est des produits qui, à long terme, peuvent vite être dépassés, quoi. Donc dans notre démarche, on a cherché vraiment à faire un produit pour la première, en tout cas, avec un large spectre d'utilisation. Et encore une fois, hein, je vais répéter, mais cette capacité à développer de la puissance tout en étant ultra stable et très accessible, ça la positionne clairement sur du long terme dans la durée, quoi, autant au niveau des performances que de la navigation tranquille, quoi. Ok, ça marche.
Une petite question justement par rapport, on a parlé de développement, prototypage. Aujourd'hui, il y a plusieurs tailles sur la WILF. Comment vous faites en fait pour ces tests-là? C'est-à-dire que vous testez toutes les tailles ou il y a une taille, une 4 ou une 5 mètres, je ne sais pas, et après vous faites une mise à l'échelle. Comment se passe le développement en fait sur les autres tailles à partir d'une taille? Alors, on essaye de tester toutes les tailles, mais il faut être bien conscient qu'on va forcément passer plus de temps sur typiquement sur la 5 mètres. Ça a été, on va dire, la gamme phare, c'est la base sur laquelle on est parti. Donc, on ne va pas se mentir que c'est sur celle-ci, dans un moment du développement, quand on arrive à un produit proche du final, par exemple sur cette 5 mètres, la dernière phase de développement, ça a été d'en faire 3 différentes avec le même outline, mais avec des épaisseurs de profil différentes pour choisir est-ce qu'on prenait la plus puissante, est-ce qu'on prenait la plus rapide, est-ce qu'on prenait, voilà, donc on n'a pas fait cette démarche-là sur toutes les tailles, mais il y a une taille sur laquelle on insiste vraiment pour trouver tous les paramètres et après on fait le minimum sur les autres tailles. Alors, en fait, alors, je vais essayer de répondre d'une autre façon technique à la question. En fait, on ne fait pas de scaling à proprement dit sur les ailes. Donc, une wing, c'est exactement comme une aile de foil ou une voile de bateau. Enfin, c'est un profil qui évolue dans l'air et non pas dans l'eau. Donc, il y aura des problématiques en fait, de bord d'attaque, de tenue de l'aile. En fait, un des gros soucis des wings par rapport notamment aux ailes de kite, les ailes de kite, c'est une structure gonflable, mais qui va être tenue, entre guillemets, par des lignes. Aujourd'hui, la wing, c'est la structure gonflable qui va donner entièrement la rigidité, qui va devoir tenir en fait la déformée du profil. Donc, il y a quand même un petit peu un paquet de paramètres entre le profil de l'aile, le diamètre du bord d'attaque qui va donner la rigidité, qui va donner le permettre de se déformer ou pas. En fait, la grosse difficulté des wings, c'est vraiment d'être capable d'avoir un produit dont on va contrôler entre guillemets la déformation. Voilà, c'est une wing, ça se déforme, même si la wheel fait une des plus rigides du marché, elle tient quand même à se déformer un petit peu. Donc les petites wings, les petites wilf, c'est-à-dire les 2,8, les 3,4 par rapport aux 5 mètres et aux 6 mètres, vont avoir des ratios différents de profil et de diamètre de bord d'attaque, donc qui vont faire que les designs sont différents. Une des choses souvent qui est relativement conservée, mais qui n'est pas le même non plus, c'est l'aspect de ratio par rapport aux ailes, c'est-à-dire la longueur par rapport à la largeur, à la taille de la latte centrale. Mais il y a un petit boulot dessus. Et c'est vrai que, comme disait Bruno, pour le développement, en tout cas au tout début, on s'est concentré pour avoir la taille principale. Et puis après cette taille principale, avec un peu de savoir-faire, on a changé un peu les choses pour tenir les plus petites surfaces et les plus grandes surfaces. Encore une fois, comme disait Tanguy tout à l'heure, la notion de temps, elle est importante. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut sortir une gamme. Il est impossible de passer autant de temps qu'on a pu passer sur la 5 mètres sur chaque surface, parce que sinon, ça veut dire qu'il faut 3 ans pour sortir une gamme, quoi. Il ne faut pas se mentir. Donc, à un moment, on va faire un maximum. Encore une fois, on va travailler sur un maximum de paramètres sur une surface choisie, 2 surfaces choisies, parce que sur les petites aussi, on a vraiment insisté sur la 2,8. Et après, sur les surfaces intermédiaires, on va passer un petit peu moins de temps, mais on va passer du temps dessus quand même. Donc, alors, la difficulté quand on fait on va parler business maintenant, c'est une deuxième partie, mais c'est que une des grosses qualités qui est super chiante parfois, c'est le fait que Bruno soit têtu, quoi. Mais parfois on se dit, bah tiens, il y a une surface, on a une demande, il faut y aller, quoi. Et aujourd'hui, des fois, on en a foutu à la poubelle, qui aurait probablement pu être pas mal, mais pour arriver au but ultime. C'est pour ça que il y a des surfaces qui sont arrivées un peu plus tardivement, par exemple la 3,4 qui arrive, la 2,8, parce qu'il fallait qu'on arrive à trouver l'élément parfait. Et aujourd'hui, ces petites surfaces qui arrivent après, je peux vous assurer, pour le pratiquer dans le vent assez fort là, ces derniers jours, c'est vraiment des super jouets et c'est top moumoute. non, je pense que c'est, comme il le dit, c'est valable aussi pour les ailes de foil, pour même sur les flotteurs. Je suis assez, je vais pas dire que je suis chiant, parce que je fais juste simplement mon boulot, mais, Si, des fois. mais j'accorde beaucoup d'importance à chaque détail. Et il y a d'autres marques, je sais, qui valident des flotteurs ou ils valident des produits sans les tester sur l'eau. Moi, je préfère passer un peu plus de temps, quitte à décaler un petit peu la sortie d'un produit, mais pour être certain d'avoir un très bon résultat. Ok,
Ça marche. Alors, il y a quelques questions qui sont tombées. Ouais, Très une beau fond, intéressante que Gwen. je viens de voir là On sur voit le bien web. ton AFS. La première question, Damien. En plus, c'est rigolo parce qu'on en discutait juste avant de commencer le webinaire. J'ai une Wilf 4 mètres. L'embout de ma pompe du Houghton est un poil trop petit pour rester plugué dans l'embout de la wing. C'est dommage que le diamètre ne soit pas standard. En effet, c'est un retour qu'on a au niveau des pompes. Pourtant, l'embout en fait sur les wings pour le coup est standard. Je pourrais laisser Tanguy répondre dessus, mais le petit tips qu'on peut donner, c'est sur ton embout de pompe, mets un peu de scotch autour justement pour agrandir un tout petit peu le diamètre de ta pompe pour plus que ça bouge quand tu gonfles. Je ne sais pas si Tanguy, tu veux dire un mot dessus. Bah, la problématique, c'est qu'il n'y a pas de standard en fait dans les valves. Et nous, on était parti sur cette première série de valves parce que justement, en fait, la problématique, c'est que moi, j'étais assez traumatisé d'aller fabriquer un produit ailleurs. Hein. Je suis attaché à pouvoir vraiment avoir un nez sur nos productions. Et bah, il fallait qu'on ait un produit qui tienne le choc, ces valves tiennent le choc. Et donc voilà, c'est sûr que tous les embouts vont pas dessus. Il y a plein de types d'embouts. Chaque constructeur a son embout. Est-ce qu'à un moment donné, tout le monde va réussir à s'entendre pour avoir le même embout? Bon, c'est ce qu'on a toujours rêvé. Ça, c'est plus ou moins fait sur le boîtier Deep Tuttle pour les foils. Peut-être qu'on y arrivera, mais aujourd'hui, je crois que chaque marque a plus ou moins son embout. Donc moi, j'utilise une pompe avec un embout slingshot qui va parfaitement dedans. Ça fonctionne très bien. Dans les grandes surfaces chez Decathlon, bah, je crois qu'il y a des sets de 3 ou 4 embouts. Il y en a un qui va bien dedans. L'embout Norse, donc, qui est vraiment propre à Norse pour le coup, pour les wings Norse et les kites Norse, il est un chouïa trop petit. Donc, j'ai eu un embout Norse et donc, comme disait Antonin, j'ai mis un petit bout de scotch alu et ça le faisait bien. On a bien noté, Damien, faites des pompes, on va en faire. C'est des choses qui arrivent. Comme l'a dit, comme l'ont dit Tanguy et Bruno, il y a plein d'accessoires à développer. Il y a des pompes, il y a plein d'autres choses à venir. On ne va pas trop en dire, mais c'est des choses qui vont arriver. Autre question, poignée ou mini wish, qu'est-ce qui a motivé votre choix? Alors, la simplicité moi, je trouvais que un des points forts quand j'ai essayé le wing foil au début, c'était de gonfler l'aile, c'était prêt, on la prenait dans les mains, on partait. J'ai essayé hein, la duotone, j'ai pas aimé de devoir rajouter une pièce rigide sur une aile gonflable. Quand on passe de l'une à l'autre, alors après, je peux comprendre que quelqu'un qui est habitué à naviguer avec le Wish, il prend des poignées, il se sent un petit peu prisonnier là. Mais inversement, quand on passe d'une aile, je vais dire, avec une poignée, on a une aile qui fait un ensemble complet. Donc, les poignées, elles vont suivre la déformation de l'aile. On est plus proche du feeling de l'aile. Moi, ce qui m'avait marqué avec ce Wishbone, c'est que j'avais l'impression d'avoir un truc super rigide avec un truc, ça donnait plus de sensation de mollasse au niveau de l'aile. Donc déjà ça, donc premier point, donc comme je disais, c'est le fait plug and play, c'est-à-dire tu gonfles ton aile, tu vas à l'eau tout de suite. Deuxième point, donc cette différence entre cette structure rigide et cette aile qui ne l'est pas. Troisième point, les chocs. On a vu pas mal de gens au début qui mettaient beaucoup de chocs sur les planches à cause du wishbone. Bon voilà, ça pour moi ça faisait suffisamment d'arguments pour ne pas choisir le wishbone. Après, je pense que, je sais pas Tanguy ce que tu en penses, mais Ouais, et en plus, tu vois, l'autre jour, je pouvais voir ça, on faisait un downwind et en free flight, ben, le wish est un peu plus lourd, donc ça tombe. Et c'est un truc, on s'est posé la question, parce que nous, ici, on fabrique, voilà, on débaroule quand même pas mal de carbone tous les jours ici, donc on aurait pu fabriquer un bout de wish ici, ou un ensemble carbone. Alors, ça a des avantages, et en fait, il y en a qui sont adeptes, il y en a qui n'aiment pas. Il y a un nouveau type d'aile qui arrive, la Duotone Slick, c'est ça. Donc, on a une espèce d'hybride entre une latte et un Wish. J'ai jamais essayé, j'aimerais bien l'essayer d'ailleurs. Si quelqu'un veut bien m'en prêter un jour, je serais curieux d'essayer, mais je trouve que le design est assez intéressant. Je pense que la première Duotone, pour être très clair, ça c'est le point de vue du designer, à mon avis, c'était un ensemble assez cohérent d'un point de vue entre guillemets rentabilité. Il y avait un seul blader à l'avant, des coutures plus simples, et ce Wish permettait d'aller tendre voilà, tout simplement la wing. Donc c'était économiquement, je pense que c'est assez intéressant parce que c'est comme une wing, ça ne paraît pas comme ça, mais
j'avais pas trop de notion du design des kites et des wings avant, mais maintenant que je me plonge dans les différentes coutures, les différents matériaux, les différentes rigidités, les différents types de gonflage, c'est quand même des objets vachement techniques. Et si vous regardez bien vos wheels, vous pourrez regarder au niveau des lattes centrales, elles tournent dans le mauvais sens, je sais pas. Et c'est quand même compliqué, quoi. Il y a un peu des types de coutures, il y a des choses comme ça. Donc il y a un peu de technique. Donc le Wish, le Wish, là, il y a un autre type d'aile. J'ai vu là, je crois que c'est allemand, ou Wayu, je sais plus quoi. J'ai vu ça sur les forums. Maintenant, il y a un Wish avec un boudin dedans, avec plusieurs poignées qui se baladent. Mais je trouve que les poignées, Bruno a bien bossé quand même pour bien placer les poignées. Et je pense que ça fait le job. Et c'est même plutôt bien le job. Donc pour l'instant, on est plutôt poignées. Ok, et ça me fait rebondir sur une autre question. Fenêtre ou pas fenêtre? On n'a pas de fenêtre, nous, vous pouvez voir. Alors, pour être très clair, la problématique aujourd'hui de fenêtres, c'est une problématique technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mettre des fenêtres en PVC, c'est un matériau, c'est le choix du matériau qui a été fait par certains fabricants. En fait, on n'a pas les mêmes caractéristiques mécaniques que le tissu de spi en tri ou en quadrille derrière, comme le Teijin qu'on utilise. Donc, ça pose des soucis. Il y a eu énormément de SAV chez nos concurrents sur les fenêtres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en wing. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui pratiquent parmi vous. La position de la fenêtre, elle est compliquée parce que si je navigue avec la wing au-dessus de la tête, on s'en fout. Si je commence à la baisser, il faudrait que la fenêtre soit là. Et si je navigue complètement auprès, il faut qu'elle soit à un autre endroit. Donc, par contre, pour être très clair, c'est quelque chose qui nous intéresse parce que ça peut quand même être un élément de sécurité dans certains types de croisements parce que le foil, on n'entend pas. Et si le wing, c'est même pas si le wing, et le wing qui va fortement se développer, il faudra quand même faire attention sur certaines allures, un peu comme quand on fait du bateau, hein, on a la voile devant la tronche, le génois devant la tronche, il faudra quand même faire attention de ne pas se percuter, d'avoir tendance à lever la voile. Bruno, je ne sais pas ce que tu en penses des fenêtres. Moi, mon expérience personnelle, ceux qui me connaissent et qui m'ont vu naviguer à mes débuts ont pu voir que sur le matériel que j'ai utilisé au début, les fenêtres ont disparu, ont été remplacées par du tissu parce que, comme l'a mentionné Tanguy, sans avoir de choc, et en fait, il y a eu un souci au niveau de la qualité de ces fenêtres. J'ai connu ça aussi sur des voiles de planche à voile, hein, vous savez que je bosse sur des voiles en Dacron et des fenêtres en PVC. Il y a eu des séries de. J'ai eu des protos avec des fenêtres PVC qui ne tenaient pas non plus, qui craquaient, qui ne résistaient pas aux variations de température. Donc, je ne suis pas là en train de dire que c'est ce qui s'est passé sur les ailes que j'ai pu acheter ou autre, mais de par ma responsabilité dans le développement, ayant connu ces problèmes, je ne pouvais pas prendre le risque de le faire subir à Foil & Co. Donc, ça a participé au choix, c'est-à-dire que si j'avais eu dans mon expérience des fenêtres qui avaient tenu, on n'aurait peut-être pas hésité, comme l'a dit Tanguy, d'un point de vue sécurité, pour pouvoir visualiser plus rapidement un collègue qui navigue sous le vent, c'est un avantage, on va pas le nier aujourd'hui. Alors, soit on n'a pas eu les bons produits, soit je ne sais pas, mais on n'a pas pu valider. Ça fait partie des choses que nous n'avons pas pu valider. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre aujourd'hui sur les voiles AFS. Mais on va prototyper des wings, on parlera peut-être de ça, des différentes choses, mais avec des fenêtres, on est en train de regarder ça, mais en regardant différents types de matériaux. Alors, malheureusement, on ne peut pas faire les wings en monofilm, hein, parce que le matériau ne s'y prête pas. De toute façon, on s'userait assez rapidement, mais c'est un sujet sur lequel on regarde. Il y a certaines marques, il y en a plusieurs des marques, je crois qu'il y a Cabrina qui fait ça, il doit y avoir Enzis maintenant, qui proposent éventuellement les deux solutions. Il y a une proposition de Damien, une fenêtre qui viendrait se scratcher dans une réservation et que l'on roulerait après la navigation. À réfléchir en prototypage. Ouais, alors pour répondre à Damien, le problème de la fenêtre n'est pas que, c'est pas que la problématique du roulage, c'est aussi en termes de tension de tissu pendant la navigation. Mais tous les trucs sont bons à prendre, hein, parce que j'imagine que si à un moment donné on se retrouve à 250 wings, et en plus le principe du wing étant sur foil et le foil ne faisant pas de bruit,
siffler un peu de temps en temps, mais c'est assez rare. Oui, ça peut arriver qu'il y ait des croisements assez chauds, ça peut arriver à certains. Nous, on a la chance dans le Finistère, on a du monde à pratiquer la wing, mais quand même d'avoir des super grands espaces. Donc, on essaie d'aller se planquer un petit peu à chaque fois, mais ouais, c'est quelque chose qui me préoccupe un peu. Ouais. J'ai une question de Christophe. Pouvez-vous expliquer comment monter un bout de harnais sur la WIF? Alors, il y a 2 têtes d'alouette qui sortent sur les côtés de chaque poignet. C'est les espèces de petits bouts qu'on voit. Donc, il suffit. Donc, on vend des bouts de harnais en option. Là, on les a reçus il n'y a pas longtemps avec des petites rallonges. Donc, en fait, comme dans les ailes de kite, hein, il suffit de faire une boucle dans son bout et de venir serrer la tête d'alouette que Tanguy va nous montrer là. Ah ben, Je pense qu'il est parti chercher un bout de harnais. Donc, c'est super simple à utiliser. Moi, bon, allez, mauvais exemple parce qu'aujourd'hui, j'ai navigué sans harnais exceptionnellement. Mais sinon, je navigue tous les jours au harnais en wing aujourd'hui, quoi. Du coup, ça me fait rebondir sur une question. Quel type de harnais tu utilises? Quelle boucle de harnais tu utilises? Alors, pour ceux qui ont suivi un petit peu mes aventures sur mes réseaux sociaux, j'ai bossé depuis plus d'1 an maintenant sur une ceinture liche harnais en fait sur laquelle je viens plugger une boucle de crochet de harnais normal, hein, une boucle de harnais de windsurf normal. Donc j'utilise ça. Aujourd'hui, il y en a plein qui utilisent juste une sangle avec un petit crochet. Bon, c'est comme je vous disais, le sport est jeune et ça va vite se développer. Aujourd'hui, tout le monde disait il n'y a pas besoin du harnais. Il y en a de plus en plus qui ont mal aux épaules, ce qui est logique parce que c'est une position toujours les épaules en l'air, les bras en l'air, ce qui est très mauvais, globalement pour le corps. Il faudrait à ce sujet qu'on fasse un petit. On a des amis qui bossent avec nous là, qui sont kinés et qui pourraient apporter leur expérience beaucoup plus crédible que la mienne à ce niveau. Je pense à Alban par exemple, Alban Cornic avec qui je navigue souvent. Donc ce serait intéressant justement de faire un petit sujet là-dessus. Je pense que ça va vraiment se développer, un petit peu comme dans le windsurf aujourd'hui, on voit qu'il existe des tonnes de modèles de harnais. Voilà, personnellement, moi j'ai choisi une option qui renforce bien les lombaires parce que je suis plus tout jeune, j'ai des problèmes de dos depuis très longtemps. Donc j'aime bien ce confort et cette chaleur que peut apporter cette ceinture lombaire qu'on sortira peut-être chez AFS. Ça fait partie, comme les pompes, des dossiers en cours, mais on a des priorités. La pratique du harnais, pour moi, elle va complètement se développer et surtout évoluer, quoi. Alors, pour le petit aparté, donc, on a l'idée de faire, ça tombe bien, parce qu'Alban Cornic, et je le vois, il est là, il nous entend, et Bruno, et donc on va faire une vidéo. Moi, je demandais à Bruno s'il pouvait nous faire une vidéo des étirements et tout ce qu'on pouvait faire avant la pratique du wing et une fois qu'on sort de l'eau. Donc, ce serait bien, parce que moi, je me rends compte que vu le nombre de navigations et vu qu'il y a eu beaucoup de vent, en effet, les épaules, elles commencent à prendre un petit peu. Ça prend un petit peu. Et comme Bruno l'a dit, moi, je me suis mis au harnais il y a peu de temps. J'ai un harnais de kite, c'est classique. Hein, j'ai toujours une impact veste, un casque. Hein, je ne vais pas refaire le coup de la sécurité. Mais c'est vrai que sur les bords de près, ça peut être assez efficace quand c'est bien utilisé un harnais. Et 2, ça permet vraiment de se reposer assez gentiment euh, pour sa session. Ok, ça marche. J'espère que Christophe, on a répondu à la question du coup pour attacher les bouts de harnais. Tanguy a montré tout à l'heure. J'ai pas trouvé, Christophe, j'ai pas trouvé les bouts de harnais qui sont quelque part dans la On voit boîte. bien les têtes d'alouette sur les planches, hein, vous voyez entre les deux, voilà, les deux morceaux gris là. C'est ici, il suffit de faire une petite boucle qui va auto-serrer cette. C'est ça, la petite tête d'alouette. C'est le même principe en fait que pour ceux qui ont fait du kite, voilà, c'est une petite boucle qu'on vient de mettre dedans. Et après, ils sont parfaitement placés. Et après, ce qui est rigolo en wing, Bruno, tu pourras me contredire, mais c'est que quand qu'on vient mettre genre son bout de harnais dedans, donc ils sont plus longs que des bouts de harnais de planche hein, quand même. Hein, faut avoir un peu les bras tendus et être capable de pouvoir positionner sa wing un petit peu plus au zénith ou plus devant. On va pouvoir vraiment régler l'angle d'incidence de la wing par rapport à l'allure qu'on utilise. Mais c'est assez efficace et je pense que ça va sauver un paquet d'épaules. Non, non, et puis si c'est vrai que
les défenseurs de la liberté de mouvement absolue qui aujourd'hui n'ont pas encore succombé au charme du harnais. Ça s'entend. Quand vous allez l'utiliser, vous allez vous rendre compte que lorsque vous vous replacez sur un plan d'eau, c'est super confortable et ça permet de relâcher un petit peu cette tension qu'on a au niveau des épaules. Et je pense que c'est la clé pour durer. Qui veut aller loin ménage sa monture, comme on dit. Ça marche. Et du coup, bah, retour un peu plus sur la WILF. Donc, on a parlé vraiment de la phase prototypage, test, conception. Quelles ont été un peu les validations en fait sur cette aile-là? On en parlait un petit peu aujourd'hui en plus Tanguy, mais sur l'aspect diète, sur l'aspect tension du SPI, quels ont été les choix qui ont été faits en fait sur cette wing-là? Ouais, ils sont super multiples, hein. Il y a pas mal de paramètres. Tension du SPI, donc il y a tout le cutting, enfin, le design en fait, entre guillemets, parce que du tissu c'est plat et il faut en faire une surface qui n'est pas développable à partir de patchs de tissu. Les diamètres de bord d'attaque qui vont donc donner, le profil global de la wing est dépendant de ce diamètre de bord d'attaque qui lui-même va lui donner la rigidité et la tenue de l'ensemble et la possibilité ou pas de se déformer de l'aile. Idem au niveau des poignets. En fait, il y a quand même pas mal de paramètres qui influent là-dedans. La chute aussi, la tension de chute. On parle souvent de tension de chute. Donc nous, on a opté pour on a un SPI donc qui est rigide, hein, pour ceux qui y connaissent bien, mais on a gardé quand même une chute qui est capable un peu de s'aérer. Comme a dit Bruno, on a fait pas mal de proto avec des chutes très tendues, moyennement tendues et des chutes intermédiaires. Et ça se joue vraiment à pas grand-chose, à la différence de sensation. Et puis c'est comme pour les foils, et ben nous on a des sensations, donc les sensations elles sont importantes. Après on mesure, donc ça veut dire qu'on est capable avec des outils performants de voir en fait la réalité de la vitesse, parce que parfois avoir l'impression d'aller vite ne veut pas dire qu'on va vite, et c'est une de nos qualités chez AFS, en tout cas de tout ce qu'on a été capable à un moment donné de faire dans le windsurf à foil, c'est être capable de faire des produits qui tiennent la route et qui sont contrôlables. Donc, je sais pas, il faudrait faire un débat complet, mais le design global d'une aile, c'est assez complexe. Ouais. Il y a pas mal de paramètres qui influent. Ouais, Ça va jusqu'au choix du tissu qui est plus ou moins raide, de la trame du tissu. On va réorienter et on continue à travailler ça pour les projets futurs. tous les paramètres sont importants parce que ça va, la tension de la chute, le SPI, la tension du SPI, en fait, ça va définir le comportement. Chaque paramètre va définir le comportement de l'aile. Donc, c'est vrai que sur les ailes du marché, on va avoir des ailes qui ont un SPI un peu moins tendu, qui vont plus se gonfler. Donc, globalement, une aile qui se gonfle plus, et c'est souvent associé avec une chute plus molle, c'est une aile qui va plus se caler une fois gonflée. Par contre, ce calage supplémentaire, on le perd dans la réactivité une fois que le vent rentre dans l'aile. C'est exactement pareil pour une voile de planche à voile. J'en parle très souvent avec le Sea Lion Concept dans le petit temps. Il y en a beaucoup qui font l'erreur de mettre beaucoup trop de creux dans le petit temps, pensant que parce qu'ils ont beaucoup de creux, ils vont avoir plus de puissance. Or, dans le vent très faible, il vaut mieux avoir quelque chose de légèrement creusé où le moindre souffle d'air va tout de suite avoir un impact sur la glisse, sur la performance, alors que quelque chose qui est très mou et qui a besoin d'être gonflé, il va y avoir un instant entre le moment où le vent il rentre dedans et ça va se gonfler et après ça va tracter. Donc tous ces petits paramètres, il faut bien les ajuster parce que donc nous sur la WILF, on a voulu un truc qui démarrait au quart de tour, on a voulu un truc qui était contrôlable. Donc après, je ne vais pas nommer d'autres ailes pour dire par rapport à celle-ci, elle est comme ci, comme ça. Mais c'est un choix. C'est un choix de positionnement de curseur. Qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on veut aller? Jusqu'où on veut aller? Et c'est comme ça qu'on joue. Donc, je parlais tout à l'heure des différences de profil qu'on a pu faire sur un même prototype. Une aile qui va être moins creusée, qui va être plus plate, elle va être plus rapide, mais elle va générer moins de puissance. Donc, encore une fois, il a fallu choisir. Est-ce qu'on choisit? On aurait pu faire une WILF beaucoup plus rapide, beaucoup plus rapide. On va rester relatif, hein, il n'y avait pas 10 nœuds de différence. Mais la question s'est vraiment posée au niveau du choix final. Est-ce que je choisis la plus rapide des deux ou est-ce que je choisis celle qui est un petit peu plus posée? Parce que comme elle est un peu moins plate, un peu moins tendue,
elle est auto-stabilisée, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est un choix au moment du développement et c'est valable, encore une fois, pour chaque type de produit, quoi. Vous inquiétez pas, elle est quand même vachement rapide. Avec Bruno, ça nous arrive souvent de doubler des windsurf en ce moment, vous inquiétez pas. On peut les pousser quand même vachement. J'ai une autre petite question d'Hervé, une explication sur le petit clip monté sur la durite entre le bord d'attaque et le boudin central. Je pense qu'il parle du one pump. La petite pince. Ouais, c'est ça, je pense. Enfin, Hervé, contredis-nous si on se trompe. Ouais, c'est la petite pince, c'est pour les gros feignants comme moi qui ne plient pas leur aile à fond. Moi, je plug le clip et je laisse la latte centrale gonflée et je roule mon aile autour de cette latte et je la range comme ça dans ma voiture pour gagner 10 secondes sur la prochaine session. Alors c'est très bien, parce que moi je fais pareil, pourtant je ne suis pas feignant. Non, mais si vous avez cette possibilité de solution de pouvoir laisser éventuellement, ça permet aussi, entre guillemets, c'est ce que je faisais en kite, de moins la plier toujours dans tous les sens, quoi. Moins on la plie, puis elle est un peu plus aérée, donc ça macère un peu moins, parce que les ailes, une fois qu'elles sortent de l'eau, ben, elles sont toujours un peu mouillées. C'est pas complètement bébête. Puis ça a aussi un autre intérêt, parce que le One Pump, ça a été développé alors pour le kite, pour éviter d'aller gonfler tous les trucs, mais on pourrait mettre deux valves aussi. C'est d'un point de vue sécurité. Si jamais un des deux éléments venait à se dégonfler, bon, si le bord d'attaque vient à se dégonfler, ça permet éventuellement de pouvoir la rouler autour et d'avoir un élément de flottabilité supplémentaire pour rentrer. Vous êtes sûr que si le boudin, si le bord d'attaque se dégonfle, ben, c'est compliqué de rentrer à la voile. Mais bon, si la latte centrale se dégonfle, ça va être assez compliqué. Ça m'est jamais arrivé. Il faudrait que je fasse des tests de dégonfler tout ça pour voir ce que ça donne. Ok. Autre question d'Axel. Pourquoi toutes les tailles d'aile sont si précises de 8, 3, 4 et pourquoi pas des chiffres entiers? Ben ça se fait au fur et à mesure du développement et dans une idée de complémentarité. Typiquement, les tailles phares, c'était jusqu'à présent 5 mètres et 4 mètres. Donc on s'est dit, quelqu'un qui a la 5 mètres, ça va être compliqué de passer sur une 3 mètres. L'écart est trop grand. Et donc on a dit, on va faire une 2,8 pour avoir un bon complément de la 4 mètres. Et on va faire une 3-4 pour avoir un très bon complément de la 5 mètres, quoi. En gros, ça se fait comme ça au moment du choix de surface quand on essaye de plugger. Alors, la simplicité aurait été de faire une 2,5, une 3 mètres, une 3,5, une 4 mètres. Oui, ça s'est fait comme ça parce qu'on s'est dit au moment où on a parlé de ça que ça allait être le meilleur complément d'un point de vue rapport, toujours pareil, puissance. Pas se trouver avec une 2,8 qui est trop limite pour partir au planning pour compléter une 3 mètres, c'était un petit peu à mi-chemin, c'est-à-dire que c'était pas assez pour compléter la 5 mètres et peut-être un peu trop proche de 4 mètres. Donc ce sont des choix comme ça un petit peu intermédiaires. Là, ce que je regrette, c'est qu'on aurait, venant du Finistère, on aurait dû faire une 2,9, mais bon. Ouais, c'est vrai. Non, mais après, les choix, comme dit Bruno, aujourd'hui, donc c'est vrai qu'un truc qui est top avec ce sport-là, c'est qu'avec une seule aile, vous pouvez parcourir genre un énorme range de vent. Au début, quand j'avais que le proto pour naviguer, avec la 5 mètres, je naviguais de 10-12 à. J'ai dû amener la 5 mètres jusqu'à un bon 35 nœuds bien établi, voire un peu plus. C'était pas mal d'avoir une seule aile dans son coffre parce qu'on ne se pose pas la question de laquelle on prend. Ça, c'est toujours un truc qui est vraiment bien. Voilà, si demain vous voulez deux ailes, vous pouvez choisir une 6 et une 4. Il y a 2 mètres carrés d'écart, c'est plutôt pas mal. Une 5, une 3, 4, et une 4 et une 2, 8. Et aujourd'hui, le Wing est en train nos clients sont en train de s'équiper en ce qu'on appelle en spérant, c'est-à-dire en voulant élargir la gamme. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va choisir certains types de surfaces. Du coup, j'ai eu ta question, Gwen. Je fais juste celle d'en dessous parce que ça complète la complémentarité sur les wings. Un pack de 2 ailes suffit pour couvrir une grande plage d'utilisation pour l'interrogation. Un pack d'une seule aile permet de couvrir une grande plage d'utilisation. Déjà, ouais. La 5 mètres, personnellement, je la sors de 5-6 nœuds jusqu'à. Je l'ai eu jusqu'à 30 nœuds parce que je n'avais pas d'aile complémentaire pendant un bon paquet de temps.
Donc aujourd'hui, ma 5 mètres, je m'en sers vraiment de 6 à 25 nœuds et je la complète avec la 3-4 que je peux sortir dès 15 nœuds jusqu'à pas de limite, quoi. Donc c'est 2 ailes, c'est vraiment, ça va être compliqué d'être à la rue avec 2 ailes, quoi. 3 ailes, ça pourrait être considéré comme du luxe. Les 3 ailes, ce qui est rigolo, c'est les toutes petites surfaces, quoi, quand ça bastonne vraiment, vraiment sérieusement, quoi. Même moi, j'étais assez surpris d'aller naviguer ce week-end, d'être bien en 2,8. Voilà. Donc à 25 nœuds, je vole en 2,8 plutôt bien, je passe même les molles. À 40 nœuds, 45 nœuds. 45 nœuds, ça commence à tirer un peu, mais quand même, 2,8, j'étais assez sûr. Bon, par contre, à 20 nœuds, si j'étais pas parti, j'étais scotché au milieu de la rade de Brest avec une 8. C'est bizarre d'être scotché en foil par 20 nœuds, mais sinon, c'est plutôt marrant. Ouais. Ok. Autre question du coup de Gwen. Pourquoi une sangle de portage sur le sac de la Wish plutôt que 2 type sac à dos? Il y a eu beaucoup de R&D sur cette sangle. On s'est posé pas mal de questions. C'était pour alléger le sac à dos. On s'est dit, on va mettre une seule. Personne n'allait marcher pendant 20 km dans le désert avec son sac à dos et c'était plus rapide de le prendre comme ça. Non, oui, ben, pourquoi pas. C'est du design, c'est un style, on aurait pu. Autre question de Stéphane. Est-il facile de remplacer les boudins en cas de perte de pression? Du coup, je me permets juste d'y répondre. On a une vidéo qui va sortir normalement semaine prochaine, justement, qui explique comment changer un boudin. On a fait un tournage avec l'UCPA, je ne sais pas si Cyril est connecté, avec pas mal de vidéos tutoriels là, qui vont arriver. Il y a une quinzaine de vidéos vraiment pour commencer la wing de A à Z. Et notamment, il y a une vidéo qui explique, la vidéo dure 15 minutes, c'est en 15 minutes comment changer son boudin et vous voyez vraiment les différentes étapes. Donc ça arrive, c'est vraiment pas compliqué, mais on vous expliquera tout ça en vidéo. C'est pas, ouais, avec la vidéo, c'est pas très compliqué. Moi, on me l'a expliqué, donc je me suis entraîné. Oui, enfin, c'est pas. Il faut savoir comment ça se fait. Il faut savoir que, alors, on va être très clair là-dessus. Hein, c'est un sport avec un truc gonflable. C'est facile de faire des conneries pour crever un boudin. Vous la posez, il y a de l'ajonc. Enfin, bref, il y a pas mal de choses. Il ne faut pas faire sécher sa wilf quand elle est vide par le haut parce que les boudins peuvent glisser, ça peut fermer des ornies. Enfin, c'est vraiment des outils fragiles. Euh, Si jamais ça vous arrive pour X ou Y raison, les boudins sont enregistrés chez Waniku. Ce n'est pas un partenaire, mais c'est des gens qui font ça en France et qui peuvent, entre guillemets, vous taper tac tac à FS à la taille de votre voile. Est-ce que c'est le blader central? Est-ce que c'est le bord d'attaque? Et ils peuvent vous changer, enfin, ils peuvent vous fournir un boudin en spare. Donc voilà, c'est un objet gonflable. Moi, j'ai jamais crevé de boudin, perso. Pourtant, je navigue beaucoup avec mon matos. Il faut faire un petit peu attention. J'habite au kite aussi. Mais parfois, ça arrive avec une bêtise. L'autre bêtise qui peut souvent arriver, qu'on voit, bah, c'est les réparations avec le SPI qui arrive sur le foil. Voilà. Il y a un truc qui est chiant comme avec les wings, il faut le reconnaître. Quand on vient du kite, surtout le kite, c'est facile. Vous le mettez face au vent. Le bord d'attaque, machin, bon, avec un peu de sable éventuellement sur les oreilles, ça bouge pas. Une wing, c'est un peu chiant parce qu'il n'y a pas vraiment de position pour que ça reste en place. Donc l'idéal, c'est de l'accrocher à quelque chose avec rien de tour. C'est pas toujours possible. Donc les rencontres fortuites de foil et de wing, ça fait le bonheur des voiliers en ce moment. Parce qu'on a un paquet. Ça peut arriver sur l'eau aussi. Surtout quand il y a beaucoup de vent, quand vous sortez dans le vent très fort, parfois, bah, la planche elle peut se retourner avec le foil qui finit dans l'aile. Mais le tube, ouais, donc vidéo à venir avec le spécialiste de l'UCPA qui a changé des milliards de boudins avec sa latte qui va vous montrer un peu comment ça se passe. C'est ça. Autre question de Christophe. Une grosse aile pour le très light est-elle prévue? Bruno? On bosse, donc on a déjà une 6 mètres dans la gamme. Donc forcément, on bosse sur la V2 hein, de toute la gamme pour 2022. Hein. Ce ne sera pas pour cet été, donc ce n'est pas la peine de vous précipiter sur une éventuelle nouvelle voile. C'est pas, voilà. Par contre, nous, on bosse. On n'ira pas plus grand. On estime que ça ne sert à rien. C'est plus encombrant que autre chose. C'est plus lourd. Donc, ça part pas plus vite. Au contraire, ça part même moins vite. C'est constamment au contact de l'eau. Il faut être très haut sur son flotteur
surtout dans le petit temps, pour réussir à sortir son aile du contact de l'eau. Donc, notre politique aujourd'hui, elle est de rester sur 6 mètres. On pense que c'est suffisant. Sur un gabarit comme le mien, 76 kg, avec la 5 mètres, je vole à. Il me faut 6 nœuds de vent au pumping pour décoller, avec un bon foil. Donc aujourd'hui, on ne comprend pas, on ne voit pas l'intérêt de mettre des 9 mètres, 8 mètres, 7 mètres dans cette discipline. Ouais, et puis pour revenir là-dessus, enfin, si la problématique est plus le départ au planning, hein, vous avez tous pu le voir, si le foil choisi dessous est bon, bah, une wing, ça peut passer vraiment dans du très light. Hein. La problématique, c'est que cette voile a un peu moins de puissance qu'un kite, en tout cas, ou qu'une grande voile de windsurf pour décoller. Mais la technique pumping pied c'est dessous, et main est vraiment importante. Donc, il y a plus de techniques. Et puis après, l'autre problématique des grandes toiles, c'est qu'on va monter le span. Donc, c'est adapté pour des gens comme moi, avec des grands gabarits supérieurs à 1,90 m, ça ne me pose pas trop de soucis. Mais si vous faites 1,60 m avec des très grandes voiles, ça risque en permanence, quand vous avez cette action de pumping, d'aller toucher l'eau. Donc, il faut faire attention. Et du coup, je vais pouvoir relancer l'éternel débat qui me tient tant à cœur, c'est que il ne faut pas toujours regarder du côté d'une surface d'aile plus grande, mais peut-être sur une longueur de flotteur plus importante, qui va apporter de l'appui, donc de pouvoir alléger ses appuis, et surtout de la glisse en archimédien qui va permettre d'atteindre la vitesse nécessaire pour voler sur le foil. Donc des fois, il faut réfléchir aussi sur les autres paramètres qui permettent de décoller plus tôt. Ok, ça marche. On a parlé un peu d'évolution future. C'était un peu le prochain sujet. Il y a une question justement d'Alex. Vous pensez tendre un peu plus sur la chute Est-ce que vous pensez tendre un peu plus la chute sur les prochains modèles? Alors, est-ce que c'est Alex qui demande ça? Ouais, c'est ça, Alex, Et iPhone est-ce que d'Alex. Alex utilise une 4 mètres, juste pour savoir s'il peut répondre tout de suite en direct ou pas? On va attendre ça. Ouais, bon, en tout cas, je vais répondre comme s'il avait répondu oui ou non, c'est pas grave. Mais en fait, c'est vrai que la 4 mètres est un petit peu moins tendue que la 5 mètres ou que les autres, parce qu'à l'époque du développement, donc on n'avait pas bossé sur les petites surfaces. Donc la 4 mètres était l'aile de vent fort, médium, vent fort. Donc par rapport à la 5 mètres, on avait fait une aile avec une chute un peu plus molle pour que justement on ait ce gain en stabilité, en tenue de l'aile dans les vents vraiment forts et souvent plus instables en des rafales plus fortes. Donc cette 4 mètres, elle est dessinée pour justement mieux encaisser, même si la 5 mètres encaisse vraiment très bien, elle a une grande plagiarisation, mais la 4 mètres est un petit peu plus molle au niveau de la chute. Donc je pense, j'ose espérer que c'est pour ceux-là qui posent C'est la ça, question. c'était C'est bien la ça? 4 mètres. Ouais. C'est bon, je pense, ça me montre que je connais bien mes produits. Et je vois apparemment, il y a 6 aussi, il attend la 2.8. Bon, bah alors là, il a la totale. Voilà. Ah ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, ben voilà. Non, ben en fait, donc, c'est bien la 4 mètres qui est un peu plus molle que les autres. Donc, s'il attend la 2.8, il verra que la 2.8, elle est plus dans la forme de la 5 mètres au niveau de la. C'est la chute qui est un peu plus molle. Hein, Ouais. Ouais. La 4 mètres, c'est une aile exceptionnelle. C'est vrai que pour le coup, la 4 mètres, elle a un range d'utilisation qui est même. Ok, et du coup, pour continuer sur les développements futurs, sans trop en dire non plus, mais qu'est-ce qui se peaufine? Qu'est-ce que vous essayez en ce moment? Bah, comme je disais tout à l'heure, donc il y a Attends, je vais répondre à ta place, Bruno. Vas-y. Il a coupé son micro. Non, non, donc comme je disais tout à l'heure, donc on a notre modèle phare qui est la Wilf. Donc on bosse sur une V2, hein, on va pas mentir, qui restera dans le même esprit, donc avec une grande plagiarisation. Donc on essaye de trouver des paramètres qui permettent d'avoir un meilleur confort dans sa tenue, notamment si on peut reprocher sur les Wilf du marché actuellement, on est toujours un petit peu surbordé pour avoir de l'efficacité dans la traction de l'aile. Donc on travaille sur ces paramètres-là. Je ne vais pas vous donner plus de détails. Certains qui sont peut-être un peu plus expérimentés comprendront tout de suite sur quoi on travaille. Donc on va travailler là-dessus. On va travailler sur des matériaux différents. Donc il faut savoir que
qu'on peut parler de rigidité. La rigidité va apporter de la performance, mais au dépend de l'accessibilité. Et ça revient au deuxième point que je mentionnais tout à l'heure au niveau du développement, c'est qu'on va continuer de travailler sur des cibles spécifiques, que peuvent être la vitesse, que peuvent être le wave riding, mais toujours en restant concentré sur la V2 de la WILF. Donc aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire si on n'aura qu'une seule aile dans la gamme en 2022 ou est-ce qu'on aura 2 ailes ou 3 ailes. Il y aura une nouvelle WILF, la V2, ça c'est garanti. Maintenant, on continue de travailler pour essayer de faire avancer le sport, essayer d'aller toujours plus vite, essayer d'aller, et on verra où cela nous mène. Moi, je vais mettre un petit peu un bémol à ce que dit Bruno quand même. Parce qu'on discutait ce matin, la WILF telle que vous l'avez, si on parle à un moment donné peut-être d'une amélioration du produit pour 2022, ça ne se fera pas dans le premier semestre 2022, ça c'est une certitude, parce que déjà le produit étant trop jeune et que le temps de développement, ça prendra du temps de toute façon, toutes ces choses-là. Donc, il y a encore beaucoup de temps pour pouvoir utiliser ces ailes-là. Mais c'est vrai qu'on est en train de réfléchir à peut-être attaquer en effet d'autres types d'ailes pour d'autres disciplines. Mais il y a même de fortes chances que la WILF reste là pendant quelques années. Je me souviens à l'époque, on avait sorti un premier foil là, qui était la FS2. Ben, n'empêche qu'il y en a un corps qui navigue très bien en FS2 et ça pose aucun souci ce foil-là. Et il y a une aile devant qui a un petit peu évolué pour aujourd'hui s'adapter au nouveau foil. Mais, donc voilà. Donc c'est pas le 1er janvier 2022, vous inquiétez pas, tout n'est pas périmé. On n'a pas chez Foil & Co, on n'a pas du tout cet esprit-là. Le but c'est même de garder les produits le plus longtemps possible, tant que ça fonctionne bien. Parfois avec des petites améliorations continues. Si on se rend compte qu'il y a des choses à améliorer, qu'on peut améliorer, on le fait. Mais donc voilà. Non, on va avoir la même politique, la même ligne directive qu'on a chez AHD ou avec Sea Lion, c'est-à-dire qu'on ne sortira des nouveaux produits que si ce sont des vraies nouveautés qui apportent quelque chose, au sport, quoi. Ça fait quelques années qu'on a fini de sortir des produits chaque année pour sortir des produits chaque année. Ce n'est plus du tout notre façon de faire, quoi. Donc, je ne vois pas pourquoi on ferait ça chez AFS aujourd'hui. Mais pour rentrer un peu dans la confidence du webinaire, c'est un peu ça que c'est le webinaire. C'est vrai que le développement, c'est quelque chose la recherche et le développement, c'est quelque chose qui nous passionne et qui me passionne vraiment personnellement. Au niveau des wings, on a testé des choses avec. Certains ont pu voir par la fenêtre ou des choses comme ça, avec des doubles profils. Voilà, là, on parle les planchis, ça va leur causer un petit peu. Des matériaux qui n'ont jamais été aujourd'hui utilisés dans les wings ou dans les kites. Donc, ouais, il y a des choses qui pourraient être sympas à venir. Aujourd'hui, à l'état actuel des choses, c'est pas commercialisable tout ça, mais bon, on est en train de réfléchir pour vous, pour le futur. Ouais. Ok, ça marche. Alors, des petites questions qui sont tombées. Un conseil pour un pack full AFS en école de voile sur plan d'eau intérieur. Eh ben, on a un pack spécial école. Hein. On a fait qui ont été plébiscités. On a fait des sessions test avec les écoles de voile en Finistère, Bretagne. Donc nous, on a sorti la gamme Fly 7466 qui sont équipés d'un box d'aileron avancé qui permettent de mettre un aileron en guise de plan anti-dérive. Donc ça permet en école de voile avec le foil quad qui fait 60 cm de profondeur d'avoir une planche de 150 litres ou 130 litres. Et donc ça permet de naviguer dès la moindre brise avec le foil. Le plan anti-dérive permet de ne plus avoir de dérive latérale, donc ça amplifie la puissance dans la wing, dans le petit temps, parce que forcément, quand on avance en crabe, ben, on perd de la puissance dans la wing, puisqu'on dérive. Donc, la vitesse de dérive est de la vitesse de vent en moins dans l'aile, puisqu'elle dérive avec le vent. Donc, ce petit aileron à rajouter est super efficace pour amplifier la glisse à basse vitesse, donc apprendre à tirer des bords et apprendre à naviguer déjà avec un foil sous les pieds. Et ça va décoller dès que la personne est en confiance et glisse bien, ça décolle naturellement avec un profil d'aile assez épais comme on sait faire chez AFS qui permet de décoller très très tôt.
Donc là, je pense qu'on est, on est vraiment qualifié pour ce type de produit. Il a fait ses preuves, donc on a ça au catalogue. J'ai même la preuve, le kiteux de l'île de Ré qui est tout en haut à gauche de votre écran, il a réussi à commencer avec ça et pourtant je vous assure que c'était pas gagné. Et maintenant il est picousé, il a un blog dedans. Ah, Il va même se prendre une planche qui coule dans pas longtemps. voilà, c'est ça. Non, non, c'est vrai qu'une fois qu'on commence, on se prend vite au jeu quand même. Ça ouvre de nouvelles opportunités. Une autre question d'Hervé. Pour les tarifs, je trouve le prix abordable par rapport à d'autres marques et l'intérêt de pouvoir acheter dans un shop vos produits. Comment cela devrait évoluer en espérant que vous pourrez maintenir le prix? Alors, on va doubler tous les prix à partir de ce soir. C'est pour ça qu'on voulait faire cette annonce-là rapidement. Donc, commandez avant minuit ce soir. Non, alors alors, politique de prix chez AFS. Alors déjà, pour tout ce qui est foil, c'est direct du producteur. Hein, je vous montre quoi, ça, vous voyez, je suis assis à côté dans l'atelier. C'est fabriqué ici. On fabrique plein d'autres choses. Tiens, ça, c'est des trucs rigolos. C'est des petites dérives qu'on fait pour ceux qui font du classe M ou des bateaux radiocommandés. Vous voyez, hop, ça sort direct du moule. Vous voyez, hop, top qualité. Nickel. Donc, en gros, c'est direct producteur, là, pour du vrai. Donc, ça nous permet d'avoir des prix abordables. Un foil AFS, parfois, on nous dit, tiens, c'est bien, du full carbone. Si on devait comparer à la concurrence, si on devait avoir le marché, le cheminement classique, on ne les vendrait pas autour des, je dis un prix moyen de 1500, 1700 euros, mais entre 2002 et 2500 euros. Donc voilà, c'est la politique qu'on a. Au niveau des planches, on travaille beaucoup sur le sujet avec notre fournisseur Terminatech pour être capable d'offrir des bons produits avec des technos, One Shot Sandwich, c'est vraiment des bonnes technos. Et puis le but, c'est pas, on sait très bien que c'est pas d'aller écraser le client. Et pour les wings, pour être assez clair sur le sujet, on a voulu rentrer dans ce marché en faisant, entre guillemets, un prix de lancement. Vous avez peut-être pu le voir, mais les offres pack vont s'arrêter fin mai, Antonin, c'est ça, Ouais, c'est dans ça, pas fin du mois, longtemps. ouais. Parce qu'il fallait qu'on arrive dans le marché, c'est un marché qui se développe. Donc là, on parle de business. Il faut qu'on aille chercher des parts de marché, il faut qu'on monte nos produits. Voilà. L'autre chose, c'est qu'on a décidé d'avoir une distribution, ce qu'on pourrait appeler hybride. C'est-à-dire qu'on a des partenaires B2B qui sont les magasins, que ce soit en France, en Europe, parce qu'on trouve que c'est important de pouvoir avoir des conseils, de pouvoir aller voir le matériel. Voilà. Et puis le côté physique, c'est vraiment quelque chose de très important. On a aussi un shop sur foilandco.com sur Internet, donc voilà, qui nous permet, entre guillemets, d'équilibrer les marges, donc de ne pas trop augmenter les prix sur un seul type de business, de ne pas trop descendre les prix, je ne vais pas parler d'une marque concurrente qui, eux, sont sur le low cost. Nous, on fait de la qualité, on fait du produit, on a beaucoup de développement. On veut que nos clients restent avec nous. Je pense qu'en service client, moi, c'est une des choses qui m'interpelle le plus. Je pense qu'on assure le service client, que ce soit le service client pour les conseils, ou que ce soit le service après-vente. On peut avoir des soucis, comme tout le monde, ça arrive, qu'il y a des choses comme ça. Et voilà, ça, c'est les grandes. Donc aujourd'hui, ce modèle hybride, on va continuer à le faire perdurer. Au niveau de la tenue des prix, vous avez tous pu entendre parler qu'il y a des augmentations de prix, malheureusement, à tous les niveaux. Le seul truc qui est sympa, c'est que sur la fibre de carbone préimprégnée, on n'est pas trop touché. Et sur tous les autres types de matériaux, les mousses PU, donc on va pouvoir utiliser sur ces mousses usinées, ces âmes usinées haut de gamme, voilà, ça va prendre. La fibre de verre va prendre. Donc c'est problématique pour le prix des planches à voile notamment, ou des planches de wing, parce que forcément tout va augmenter. Les pains d'EPS, les pains de polystyrène, ça va augmenter aussi. Bon, là-dessus, on ne va pas vous cacher, on est en train de développer des trucs qui vont plus avoir besoin de pain bientôt chez AFS pour faire des flotteurs, mais ça, c'est un peu secret. Les prix des transports, alors nous, on n'est pas trop impacté en tout cas sur les foils parce que forcément, c'est produit ici, donc on ne va pas les chercher en Asie. Mais le prix des containers étant multiplié par 4 ou 5, ça touche un peu sur les ailes qu'on peut ramener directement pour vous. Donc il y aura un peu d'augmentation de prix, mais maîtrisée, parce que le but, c'est de conserver notre clientèle. On fait du haut de gamme et on veut conserver du prix maîtrisé. Mais l'intérêt, c'est d'avoir des produits qui restent. Une des plus grandes fiertés qu'on a ici chez AFS,
c'est notamment sur nos foils. Et parfois, je vois des foils de Winfoil qui ont été extrêmement utilisés. Je vois des 85 ou des 95 qui ont 3 ans, voire des FS2 qui ont quasiment 5 ans, qui reviennent. Quand ils repartent sur un autre produit chez nous, on offre le refit, on fait un petit coup de ponçage, on change les stickers, les inserts. Et on a des formes qui ont plus de 25 000 km de navigation. On a des clients qui vont 3 ou 4 fois par semaine sur l'eau. Et ben, le foil ne fait quasiment pas la différence entre un neuf et un produit refité. Et ça, c'est la base du développement durable. On travaille ici en emploi local et on fait des produits qui durent dans le temps. Donc voilà. Donc pour la réponse sur le prix, il va y avoir quelques petites augmentations parce qu'on est obligé à un moment donné. Quand nos fournisseurs augmentent les tarifs, on n'a pas le choix à un moment de les répercuter. Parce qu'en plus, on a une usine qui s'agrandit. Enfin, une usine, on a une entreprise qui est en croissance. Donc, mais ça va être franchement soutenable. Antonin pourrait plus vous en parler parce qu'il est plus en côté un peu business, commerce. Mais... Ouais, mais je pense que pour l'instant, c'est sûr, tu as fait un bon résumé. Il y a une augmentation au niveau des coûts, notamment au niveau des wings. Il y aura une augmentation, de dire combien, c'est encore trop tôt. Mais c'est clair que les pack wings qu'on fait encore jusqu'à fin mai, pour être très clair, c'est qu'on offrait quasiment la wing. Et cette histoire de pack, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça revenait presque d'une idée entre guillemets marketing. On dit putain, AFS, c'est chiant parce que on voit plus les voiles de nos collègues, enfin nos collègues, on n'a aucun lien de business. Mais je prends un exemple de belles pubs qu'on avait fait dans Win. On avait fait une pub pour le Winfoil qui était Blue is Back, parce que nos planches sont bleues, on avait le foil AFS. Et en fait, on voyait beaucoup plus l'aile loft toute bleue dessus que finalement notre matériel dessous. Donc on était parti de cet projet. Parfait. Bah, merci pour ça fait en plus un topo sur la stratégie de développement durable de Foil & Co, donc c'est parfait. On s'approche, voilà, on a passé l'heure de webinaire. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions parmi vous. Je crois que j'ai l'impression que c'était à peu près bon. Merci beaucoup en tout cas, Bruno, Tanguy, puis à tous les participants. C'était top de pouvoir interagir. Hein. L'idée, comme d'habitude, c'est on continue, on essaie de faire un tous les mois. On avait un peu de retard, ça faisait pas mal justement l'arrivée du Wing qui a pris beaucoup de temps. Il y en aura sûrement un prochain, à voir sur quel sujet ce sera d'ici un petit mois. Mais merci à tous du coup pour votre participation. On vous enverra un replay que vous pourrez partager ou pour ceux qui s'inscrivent qui n'étaient pas disponibles. Merci à tous, bonne soirée et puis à bientôt sur l'eau. Merci à tous. Salut. Au revoir.